C'est l'heure d'un nouveau journal sur la chaîne du futur. Deux titres pour cette édition. La ville de Kara se dote de nouvelles infrastructures. Le ministre des Transports et des Travaux publics a effectué une visite en cours de semaine pour constater de visu l'état d'avancement des travaux. Et puis, sans surprise, c'est Jean-Claude Juncker qui a été porté à la tête de la Commission européenne, malgré l'opposition très affichée de David Cameron, le Premier ministre britannique. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Tout comme Lomé, la ville de Kara est en chantier. Des infrastructures routières et des travaux d'aménagement modifient peu à peu l'allure de la ville. Le ministre des Transports et des Travaux publics y était en cours de semaine pour faire le point des chantiers en cours. Jacques Pekemsi, Alfred Mindissa. C'est par cette séance de travail avec les directeurs régionaux et les responsables de l'entreprise Ebomaf que la visite du ministre des Travaux publics et des Transports a débuté, histoire de faire le point des difficultés rencontrées dans chaque secteur. Après les échanges, un tour dans la ville de Kara pour constater l'état des rues réhabilitées par l'entreprise, puis celles dont les travaux ne sont pas encore achevés. La route menant vers le nouveau marché de Kara en plein rebutumage n'a pas été du reste. Et à la fin, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis satisfait, vous savez, l'entreprise qui a été commise pour réaliser ces travaux n'est pas à sa première. Elle a déjà effectué des travaux déjà dans la ville de Lomé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du chef de l'État en matière d'infrastructure de transport. Nous avons un volet qui concerne les villes. Les travaux vont se poursuivre tout doucement pour donner un nouveau look à la ville de Kara, comme nous l'avons fait à Lomé, et nous le ferons pour l'ensemble des autres villes du Togo. Respecter les exigences du gouvernement en termes de qualité, c'est le défi à relever par le groupe Ebomaf, raison pour laquelle son premier responsable était de la partie. Nous avons d'abord procédé à la réfection totale de la voie et on a rajouté une nouvelle couche de roulement de 5 cm d'enrobé. C'est en élargissant bien sûr la voie jusqu'aux limites des bordures à raser. Pour Ebomaf, ces travaux sont des travaux moyens, donc en utilisant Ebomaf pour exécuter ces travaux moyens, ça ne peut qu'aller vite et bien. Puis la délégation met le cap sur le tronçon Pia-Koumeya en voie de bitumage, des travaux confiés à l'entreprise Centro. Ces travaux, à terme, permettront de soulager les peines des populations de la ville de Kara, mais en attendant, il faut faire preuve de patience. Que la population prenne son mal en patience, puisque c'est le souhait de nous tous de voir nos routes refaites. Alors que les populations comprennent les ouvriers, comprennent les entreprises qui effectuent ces travaux pour respecter les panneaux de signalisation de concert avec les forces de sécurité commis sur ces différents chantiers pour les aider. J'espère que sous peu, toutes les habitudes reprendront et chacun sera satisfait d'avoir bénéficié de ces grands travaux à l'intérieur du pays. À la fin donc des travaux, la ville de Kara aura un nouveau visage au grand bonheur de la population. Dans un tout autre registre, la coopérative d'épargne et de crédit de l'église Pentecôte du Togo était en assemblée générale ordinaire ce samedi, assise au cours de laquelle le bilan de l'exercice 2013 a été présenté aux membres. Cassandra Anaoui. Cette assemblée générale ordinaire est la 4e du genre qu'organise la coopérative d'épargne et de crédit de l'église Pentecôte du Togo. C'est l'occasion pour les premiers responsables de la coopérative de rendre compte de la gestion de l'institution au cours de l'année écoulée. Un bilan jugé dans l'ensemble positif malgré l'observation d'une baisse des bénéfices. L'exercice 2013 est un exercice qui, dans son ensemble, présente un bilan excédentaire. J'ai relevé dans mon rapport tout à l'heure que cet exercice, bien qu'excédentaire, a souffert un tout petit peu puisque l'excédent que nous avons dégagé est inférieur à celui dégagé l'année dernière.
Et les causes sont multiples. Elles ne sont pas exclusives à la COSET. La mission première de cette coopérative est de contribuer à l'éradication de la pauvreté des fidèles des églises pentecôtistes. Des fidèles qui rassurent à travers le bilan présenté. Depuis que nous sommes rentrés dedans, ça nous a vraiment fait profiter et nos revenus sont vraiment changés. Et dès lors, on peut parler de la pauvreté, mais ça vraiment a disparu, je peux dire. Il y a eu des moments où on a besoin des fonds, de la liquidité pour régler des problèmes. Et nous nous sommes approchés de la COSET qui nous a octroyé des prêts. Nous remboursons, nous avons fini, nous avons repris. Quand nous montons les projets, quand nous s'approchons d'eux, et ils nous octroient des crédits, ça nous aide beaucoup à faire nos affaires. Les premiers responsables ont aussi profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les fidèles insolvables, afin que ces derniers honorent leur engagement pour la suivi de la coopérative. Une nouvelle association vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Il s'agit de l'appui aux œuvres bénévoles et la cohabitation pacifique entre religions. Son objectif est d'accompagner le gouvernement dans sa mission pour le bien-être des populations. Mathieu Gaye. Appui aux œuvres bénévoles et la cohabitation pacifique entre religions est une association qui a pour vision principale d'accompagner l'État togolais et ses partenaires au développement dans leurs efforts du bien-être des populations, promouvoir les valeurs de paix, de sécurité, de cohésion entre tous les Togolais, mais aussi la cohabitation pacifique entre les religions. Pour lancer officiellement les activités de l'ABCPR, un concours régional du meilleur muezzin de l'année 2014 a été organisé. C'est pour épanouir et valoriser les muezzins, parce que Dieu dans le Coran a dit que celui qui vous appelle à la prière, c'est-à-dire le muezzin, à sa mort, il sera débourré chez lui. Et sur terre ici, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Donc c'est pour ça que l'association a visé d'abord organiser des concours pour leur donner des prix. Et ensuite, à la formation, l'association aussi veut former ces muezzins parce que c'est une langue arabe qu'on utilise pour appeler. Est-ce que les mots, la voix, la phonétique, la psalmodie que ces muezzins nous appellent à la prière, est-ce que c'est bien ça? Donc l'association encore veut viser pour les former. Et en troisième position, vous voyez comment les guerres se passent dans la sous-région comme le Centrafrique, le Nigeria, le Mali. L'association encore veut organiser des activités culturelles entre les musulmans et les chrétiens pour toujours leur parler de paix et la cohésion entre les filles et fils de notre pays, le Togo. Appui aux œuvres bénévoles et la cohabitation pacifique entre religions ABCPR se veut être la tribune de lutte contre toute forme de discrimination. Hors du Togo, après plusieurs semaines de discussion, c'est le luxembourgeois Jean-Claude Juncker qui a été choisi pour présider la Commission européenne, un choix contesté par David Cameron qui parle d'un jour sombre pour l'Europe. David Cameron, dépité hier soir après la désignation de Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre britannique prend acte, mais ne s'avoue pas vaincu. Mes collègues du Conseil européen savent que je suis sérieux quant au besoin de réformer l'Union. Ils savent que je tiens parole et que si je dis que je ne ferai pas marche arrière, je ne le ferai pas. Ce sera un long et rude combat, et parfois il faut accepter de perdre une bataille pour gagner la guerre. La Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Europe, titre le journal The Sun, la presse britannique qui digère très mal la défaite de David Cameron et qui voit le pays quitter l'Union européenne, comme le Times, le Daily Telegraph ou le Guardian, qui écrit que le Royaume-Uni est proche d'une sortie de l'Union après l'élection de Juncker. On n'en est pas là. Hier, David Cameron n'a pas directement évoqué une sortie de l'Union et pour son adversaire politique, Ed Miliband, le premier britannique s'est surtout pris une belle raclée à Bruxelles. Cela représente une humiliation totale. David Cameron était censé bâtir des alliances en Europe et au lieu de ça, il les a grillées. Hier, Jean-Claude Juncker a été désigné à 26 voix pour et 2 voix contre seulement. Aujourd'hui, David Cameron apparaît en effet bien isolé.
En Afghanistan, les partisans d'Abdullah Abdullah restent déterminés. Ils sont de nouveau descendus dans les rues pour contester les résultats du second tour de l'élection présidentielle du 14 juin dernier. Ils étaient encore plus nombreux vendredi dans les rues de Kaboul à crier leur colère. Et pour la première fois depuis qu'il a accusé son adversaire de fraude, Abdullah Abdullah, juché sur un camion, s'est joint à ses milliers de partisans. Nous sommes ici pour faire valoir nos droits et condamner les fraudeurs. Nous défendrons nos droits jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Hamid Karzai est le président de l'Afghanistan, donc nous lui demandons, ainsi qu'à la communauté internationale, d'accepter la réalité et de soutenir la nation afghane. Alors que le second tour de l'élection présidentielle avait été présenté comme un succès par le gouvernement et l'ONU, l'élection afghane a viré à la crise politique. Arrivé largement en tête du premier tour, l'ancien bras droit du commandant Massoud dénonce le bourrage des urnes par le camp d'Ashraf Rani, soutenu selon lui par le président sortant Hamid Karzai. La démission lundi d'un haut responsable de la commission électorale au centre de la polémique avait fait espérer un déblocage de la situation, mais la publication jeudi soir par l'entourage de Rani de résultats officieux, le donnant gagnant, a ravivé les tensions. Cette élection présidentielle est cruciale pour l'avenir de l'Afghanistan. Elle doit permettre la première transition démocratique de l'histoire du pays. Mais la controverse sur le processus électoral fait craindre une flambée de violence sur fond de rivalités ethniques. Les premiers résultats de cette élection historique doivent être publiés dans moins d'une semaine. Et pour clôturer ce journal, les échos de la Coupe du Monde, le match Brésil-Chili a ouvert les huitièmes de finale de la compétition. Le Brésil est le premier qualifié pour les quarts de finale après séance de tir au but. Et pour le reste de la compétition, cette équipe compte parmi ses supporters un grand homme qui donne dans cet élément qui va suivre son appréciation du jeu brésilien. Sur la plus célèbre plage au monde, le plus célèbre joueur de football nous reçoit. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, 74 ans, grand supporter de la sélection brésilienne. Coach les joueurs à quelques heures de leur match de huitième. Qu'est-ce que vous pensez de votre équipe? Elle peut aller loin dans ce mondial? En défense, nous sommes très bons. Mais c'est en attaque que nous avons un problème. Je crois que l'entraîneur doit plus se préparer en attaque. Notre peuple, le public brésilien, ne parle que de Neymar. Et c'est une grande responsabilité, trop grande même pour Neymar, qui joue sa première Coupe du Monde. Pour gagner, je pense qu'il faut jouer collectif, en équipe. On ne gagne pas avec un seul individu. Le début de ce mondial s'est déroulé dans le calme, et j'espère que jusqu'à la fin, il n'y aura pas de problème. Comme un signe. Attendez, parce que je crois que c'est la présidente Dilma Rousseff qui m'appelle. Présidente Dilma, pardon, mais je suis en interview. Je peux vous rappeler pour discuter ? Nous allons gagner, oui. La présidente du Brésil ne nous empêchera pas de savoir ce que pense Pelé de notre sélection à nous. Pour mes amis de la France, les joueurs, je vous suis depuis longtemps et j'admire votre jeu. J'espère que vous aurez la chance d'aller en finale. Mais si c'est contre le Brésil, malheureusement, je vais plutôt croire en ma sélection. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.